Donc merci pour votre invitation. Donc effectivement, je suis écologue. Alors comme Gilles Boeuf, Gilles Boeuf c'est notre grand écologue national. Moi je suis un petit écologue urbain. L'écologie urbaine, effectivement, c'est aujourd'hui une discipline à part entière, une discipline scientifique à part entière, où on s'intéresse à la place de la nature en ville dans cette question de la ville durable. Donc ça me permet de compléter le propos sur ce qui a été dit avant, effectivement, sur la place de la nature. Et je suis venu vous dire, essayer de vous convaincre de l'intérêt de remettre de la nature, non pas seulement pour des questions esthétiques, parce que c'est souvent comme ça qu'elle est vue, mais aussi pour des questions de services rendus par cette nature en matière de plein de choses, en matière de gestion de l'eau, en matière de gestion des pollutions, en matière d'adaptation au changement climatique. Alors peut-être un mot également sur, puisque c'est le thème aujourd'hui, sur les questions de croissance. C'est vrai que la nature en ville, c'est aussi un potentiel de création d'emplois. Moi, je ne parlerai pas de croissance, parce que pour moi, la croissance en soi, ça ne veut rien dire. C'est la croissance de quoi ? Et autour de quelle finalité ? Finalement, il y a bien des secteurs qu'on voudrait voir croître, comme l'ingénierie écologique, par exemple, je vais essayer d'en parler, et des secteurs qui sont peut-être appelés à décroître. On a parlé du tout tuyau, peut-être que le secteur du tout tuyau est appelé à décroître, et donc à se reconvertir vers des emplois plus verts, entre guillemets. Donc voilà pour cette notion de croissance. Et enfin, cette étude économique, effectivement, qu'on a lancée, pourquoi ? Eh bien parce qu'on nous pose souvent la question, mais l'environnement, ça coûte plus cher, vous l'avez déjà entendu, celle-là. La nature en ville, tout ce que vous nous proposez autour de la nature en ville, ça coûte plus cher. Eh bien, on s'est dit, on est parti de l'intuition de se dire pas forcément, allons comparer sur le terrain les infrastructures grises, issues du génie civil, avec les infrastructures vertes, et regardons ce que ça donne. Alors, un petit arrêt sur image peut-être sur cette notion de ville durable, effectivement. De mon point de vue d'écologue, aujourd'hui, on est encore dans la transition énergétique et pas encore la transition écologique. Alors peut-être que vous avez la chance ou pas d'ailleurs d'être dans un bâtiment ou de travailler dans un bâtiment aux dernières normes énergétiques. Moi, c'est mon cas, je travaille dans un bâtiment BBC, même énergie positive. Donc c'est une forme de bâtiment thermos, en fait, on ne peut plus ouvrir une vitre à l'intérieur. Et pour nous, ça soulève plusieurs questions. Effectivement, il faut aller vers une meilleure efficacité énergétique des bâtiments, vers une meilleure isolation. Mais on est dans des situations qui, aujourd'hui, occultent encore les questions de biodiversité, les questions de sol, par exemple, et les questions d'eau. Et c'est trois choses qui, pour un écologue, sont complètement indissociables. On ne peut pas parler de l'eau en ville sans parler des sols, qui en sont le filtre naturel, sans parler de la végétation qui stocke derrière cette eau. Et donc l'idée, c'est d'arriver aujourd'hui à ne pas se réduire au prisme de l'énergie et de l'isolation et de l'efficacité énergétique pour essayer d'aborder les thématiques environnementales dans leur ensemble. Et puis, autre question qu'on peut se poser aussi, l'efficacité énergétique, mais à quel moment du cycle de vie d'un bâtiment ? Effectivement, nous, on a demandé le bilan carbone de notre bâtiment dernier cri aux normes énergétiques. Puis on se rend compte que finalement, pour la fabrication des matériaux en amont, on utilise toujours les mêmes types d'isolants, on utilise toujours les mêmes types de matériaux issus d'une base pétrole et qu'on ne s'y retrouve pas forcément sur l'ensemble du cycle de vie. Donc la ville durable, c'est aussi une approche en cycle de vie, d'essayer de regarder en amont ce qui se passe et en aval. Une petite parenthèse aussi sur cette question des smart cities. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est smart cities, tout est ville durable. Et pourtant encore, dans cette idée de cycle de vie, si on cherche un peu, il y a encore des empreintes qui existent. Je ne sais pas si vous avez lu ce dernier ouvrage de Philippe Biwix sur l'âge des low-tech, mais il décompose des éoliennes, des panneaux solaires, et puis il va chercher, et il remonte jusqu'aux terres rares. Et l'exploitation des terres rares, c'est aussi des impacts, alors qu'ils sont délocalisés, du coup on ne les compte pas dans notre bilan territorial, mais c'est des impacts dans d'autres territoires, il faut en tenir compte. Nous, on a fait une étude sur un collège de Seine-Saint-Denis, qui est aussi un collège Smart City, on pourrait Smart Building, et puis on est remonté jusqu'à la consommation des ressources naturelles utilisées dans les équipements électroniques, dans les matériaux, et puis on s'aperçoit qu'il y a d'autres impacts. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers la ville intelligente, le Smart City, mais il faut aussi regarder de manière très concrète et très détaillée ce que ça génère en termes d'impact. Voilà, alors moi quand je parle de la ville durable, je pense à ça. Donc vous me direz, c'est peut-être un petit peu utopique et peut-être une image de rêveur, on traite souvent de rêveur, mais j'aime bien rêver aussi, mais en tout cas, voilà, sur dessin, ça représenterait une ville où il y a énormément de place pour la nature. Pour quelles raisons ? Pour des raisons
tout d'abord de bien-être humain. On essaye de faire le lien entre les questions de nature, les questions de santé, de cadre de vie. Et ça, c'est pas du rêve, hein. Les études scientifiques se multiplient aujourd'hui pour montrer qu'il y a un réel bénéfice de la nature pour la santé humaine et le cadre de vie. Je vous conseille de lire la publication de Plantécité qui s'appelle « Le végétal en ville » et qui recense toute la bibliographie sur l'intérêt de la nature en ville pour la santé. C'est aussi un intérêt pour la production. Hein. La production, ça peut être production de biomasse locale, production de plantes vertes, et pourquoi pas production alimentaire avec toutes les démarches d'agriculture urbaine qui se développent aujourd'hui et qui ne viendront pas rendre les villes autosuffisantes, mais qui viendront pallier aussi ces besoins-là, notamment aux États-Unis. On voit que c'est fait pour vivre, hein, pour consommer. Et puis, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est les services rendus par la nature qui ont des fonctions climatiques et des fonctions de régulation. Alors je pense à, bien sûr, le fonctionnement de la végétation, la respiration, la production d'oxygène, le fonctionnement des sols pour la rétention de l'eau, et aussi ces services d'atténuation et de stockage du CO2 dans la végétation et dans les sols. Les sols stockent 2 fois plus de CO2, de carbone, pardon, que la végétation, d'où l'importance de réouvrir, de désimperméabiliser, comme ça a été dit avant, les sols en ville. Et puis les fonctions d'adaptation, hein, la nature fait office de tampon face aux éléments extrêmes, face aux aléas climatiques. C'est ce qu'on va voir après. Sur l'eau notamment, les épisodes pluvieux extrêmes en ville peuvent être tamponnés par la nature. Hein. Les exemples des inondations dans le sud nous le prouvent aujourd'hui. Et en plus, c'est souvent des services qui sont quasi gratuits. Donc c'est aussi la notion économique que je voulais aborder. Hein. C'est celle de la gratuité. C'est que la plupart des services rendus par la nature sont complètement gratuits. Donc quelques images justement de cette imperméabilisation qui accélère le ruissellement dans les villes et qui renvoie tout au réseau. Tout ça, c'est des coûts, il faut traiter derrière. C'est des photos qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle ville. Hein. À droite, en bas, c'est comme je travaille pour la région Île-de-France, on travaille souvent avec les lycées, puisque c'est tel qui en a la gestion. Et je suis toujours étonné de voir dans les lycées les cours d'école entièrement imperméabilisés. Et chaque année, les mêmes problèmes d'eau qui reste, qui stagne, et qui en plus il faut la pomper, l'évacuer vers l'extérieur. Donc c'est des coûts en plus pour la collectivité. Et donc on se dit que gérer aujourd'hui cette surimperméabilisation des sols, c'est assez coûteux pour la collectivité, alors qu'il suffisait de laisser les sols faire leur rôle d'imperméabilisation. Hein, ils absorbent à peu près 25 en infiltration profonde et 25 en infiltration superficielle par rapport à des situations minérales où on a 55% de ruissellement. Donc il y a des solutions, effectivement, il y a soit les solutions grises, hein, on renvoie tout aux canalisations, alors je parle bien des eaux pluviales dans ce cas-là, soit les solutions semi-grises, semi-vertes, vous avez sûrement entendu parler de ces asphaltes perméables. Effectivement, c'est une bonne chose d'avoir de l'asphalte perméable pour l'eau, mais du coup on perd derrière tous les autres services potentiellement apportés par la végétalisation. Donc l'aspect multifonctionnel de la nature, il est aussi intéressant à préserver dans ces cas-là. Et puis les solutions vertes, alors il en existe des tas, depuis les pavés drainants, les dalles enherbées, les noues, les mares urbaines. Là, je vous ai mis des photos dans différentes villes, dont tout à droite, en haut, à Lyon. Hein, effectivement, ce système de pavés drainants et de dalles enherbées fonctionne plutôt bien. Jusqu'à la désimperméabilisation, effectivement, il y a des exemples de villes qui cherchent des endroits, on va dire, où c'est obsolètement bétonné et qui désimperméabilisent derrière. C'est le cas à Montreuil. C'est surtout le cas à Strasbourg. Strasbourg qui a été très proactif dans la désimperméabilisation de l'espace urbain. Ils identifient des endroits et puis ils retirent du bitume, souvent en plus avec les habitants, donc il y a l'implication citoyenne derrière. C'est assez intéressant. Pareil, hein, l'idée de stocker l'eau en ville, pourquoi le faire dans une cuve enterrée? Alors je ne sais pas qui avait lancé la mode de ces cuves enterrées, où c'était justement pour récupérer les eaux de pluie de chez soi, mais effectivement c'est encore du travail du sol, c'est du BTP en plus, c'est de l'infrastructure grise, alors qu'on voudrait viser à préserver cette capacité des sols à infiltrer l'eau directement. Donc des cuves, pourquoi pas, mais à l'extérieur, ou mieux des mares urbaines, sachant qu'elles ont une triple fonction de stockage de l'eau, une fonction d'habitat pour certaines espèces qui sont inféodées à ces milieux et qu'on ne voit plus aujourd'hui en milieu urbain, et fonction récréative aussi, ça a été dit tout à l'heure, c'est plutôt sympa de se balader dans ces milieux-là. Jusqu'à la fameuse phytoépuration. Alors c'est encore un petit peu dur à faire en France sur les eaux usées, on va dire grises et noires, hein, parce qu'effectivement il faut mettre des barrières, les questions sanitaires, les enfants risquent de boire l'eau des mares, etc.
Ça se fait beaucoup aujourd'hui en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, où on traite les eaux grises, ça c'est clair, avec les changements de comportement en amont. Donc on ne met pas dans les sanitaires, dans les douches, dans les WC, enfin dans les douches, dans les lavabos, des produits chimiques. Et puis derrière, les plantes, avec l'action des bactéries et des racines, traitent ça de manière très efficace, surtout pour la matière organique. Et ça marche aussi pour les eaux noires. Et on voit à quel point ces aménagements-là, en termes de coûts, sont quand même moins onéreux que leurs alternatives grises. Et puis peut-être un autre exemple sur l'intérêt de la nature aussi. Là, c'est un exemple à New York, sur les toits de New York, pardon. Ils ont étalé 100 000 mètres carrés de peinture blanche pour lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, pour augmenter l'albédo et pour réduire la consommation des bâtiments. Donc là, on est typiquement dans une solution qui marche, mais que j'appelle une solution grise, par rapport à la solution verte à côté, qui rend exactement le même service d'isolation des bâtiments et de réduction des lots de chaleur urbains, c'est les fameuses toitures végétalisées. Alors pas n'importe lesquelles, mais celles que vous voyez ici, c'est à Chicago. Et les chercheurs ont réalisé des images thermiques, celles que vous voyez en bas, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a un écart de 43 degrés entre la partie qui n'est pas végétalisée et celle qui l'est, ce qui montre la capacité à réduire cet effet d'îlot de chaleur urbain. Et en plus, vous avez tous les autres services en termes de pollinisation, de stockage d'eau de pluie, parce que ça sert aussi à stocker de l'eau de pluie. Au plus, il y a de substrat. Ça sert aussi au rafraîchissement de la ville, etc. Et en plus, j'ai demandé si on avait à disposition le bilan carbone de la peinture blanche et de tous les pots qu'il a fallu. Ils m'ont dit non, mais je ne suis pas sûr qu'on y gagne en termes d'économie de CO2. Je vais passer rapidement pour en venir à cette étude qu'on a commanditée, dont on a les premiers résultats. C'est effectivement, une fois qu'on a dit tout ça, on fait la promotion des solutions vertes parce qu'elles nous paraissent vertueuses à plusieurs égards. Qu'est-ce qui coûte plus cher là-dedans? Alors, on a décidé de comparer, en tout cas avec ce qu'on avait sous la main, et c'est avec 3 communes pilotes en Île-de-France qui ont décidé de se prêter au jeu et de nous ouvrir la porte de leur dossier et des coûts. 3 cibles, les toitures végétalisées, les parcs et jardins, donc conception et gestion, et puis les systèmes de gestion des eaux pluviales. Et on a comparé les coûts d'investissement initiaux, les coûts de fonctionnement, les coûts d'entretien, éventuellement derrière les coûts de démantèlement ou en tout cas les externalités positives ou négatives de ces 2 types d'aménagements. Donc c'est une économiste de l'environnement qui s'appelle Laura Maxime qui a réalisé cette étude. Ce que ça nous enseigne, c'est tout d'abord sur les espaces verts, par exemple, on montre qu'une gestion, qu'une conception et une gestion écologique coûtent 61,154 € par an, ce qui fait à peu près 2,45 € du mètre carré par rapport à une conception classique qui, elle, s'élève à 269,443 €. Donc, après des virgules, tout ça, c'est arbitraire. J'ai le détail de ces coûts à disposition, si vous les voulez, d'ailleurs. Je ne voulais pas les montrer ici, c'est un peu barbare. Ce qui montre, alors, qu'est-ce qu'on a comparé là-dedans? On a comparé l'investissement pour concevoir le jardin, on a comparé la fréquence d'entretien, la taille des arbres, les tontes, on a comparé les consommations d'eau, les intrants chimiques. Donc là, nous, par rapport au thème de l'eau, ça nous intéresse aussi notamment sur les consommations d'eau. Quand on est en gestion écologique, à gauche, beaucoup moins d'utilisation d'eau, parce qu'on utilise des plantes locales qui sont adaptées au climat. Pas d'utilisation d'intrants, c'est un parc en 0 pesticides, donc derrière, pas de pollution d'eau. Si on fait les coûts des externalités négatives dues à la pollution des nappes par les pesticides, vous savez mieux que moi à combien ça s'élève. En comparaison de ce parc à droite, qui est un parc historique, alors il en faut peut-être encore, mais effectivement, qui dit parc historique, dit gestionnite aiguë derrière, si je peux appeler ça comme ça, avec de l'entretien fréquent, le remplacement des plantes, des produits phytosanitaires. Et donc effectivement, c'est beaucoup moins coûteux de gérer ce type d'infrastructure verte. Pareil, je vais passer vite, un autre exemple, dans le 77, entre une pelouse classique, bien tondue, bien rase, le green de golf, bien arrosée, toujours verte, et la prairie fleurie, qui fleurit mais qui fane aussi, et c'est aussi ça la nature, c'est accepter les saisons, donc moins utiliser d'eau quand ça fane, et on est à des coûts totalement inférieurs. Là où ça vous intéresse peut-être un peu plus, c'est sur effectivement la gestion de l'eau. Alors là, on a comparé 2 cas, vous me direz, qui sont assez différents, mais c'était selon les données disponibles. Une commune du 77 et puis une commune du 92, Nanterre et Choconin-Neufmontier. Et on a comparé là aussi un lotissement qui a été construit avec 0 tuyau, donc totale infiltration à la parcelle,
nous de récupération des eaux de pluie et même espace de cheminement perméable, avec une rue classique, le ruissellement classique, récupération des eaux, traitement, acheminement vers les stations d'épuration. On a comparé les coûts d'études, les coûts des travaux, le coût de réhabilitation du réseau, alors sur une durée de vie qui avait été posée de 100 ans au départ pour les deux. Et puis on arrive à une différence, donc une fourchette de 10-11 € pour la gestion alternative des eaux, à une autre fourchette de 23 à 43 € selon les estimations justement qui ont été faites pour la gestion classique. Et donc là aussi, c'est divisé par 2 pour une gestion alternative des eaux de pluie. Et franchement, entre nous, ça a été dit de toute façon tout à l'heure, en ville, on ne devrait plus avoir à gérer les eaux pluviales avec des tuyaux. On sait faire, si on s'y prend en amont, en concertation avec des écologues ou des équipes pluridisciplinaires, on sait faire de l'infiltration directe à la parcelle, de la végétalisation du bâti, un ensemble d'aménagements qui permettent à l'eau d'être retenue directement sur place. Le même exemple aussi à Nanterre, donc comparer la même commune, enfin les deux communes ensemble, et dans un parc, gestion à l'aide de nous d'infiltration directe, on est aussi là sur des coûts encore 3 fois inférieurs au niveau de la gestion alternative, pareil sur l'ensemble du cycle de vie. Ce qui est assez intéressant pour nous et ce qui plaide en la faveur de ce type d'aménagement, en tout cas sur le long terme, sur la rénovation de la ville et surtout sur les villes nouvelles. On a fait le même calcul pour les toitures végétalisées. Alors là, c'est pas vraiment de la comparaison, c'est plutôt essayer de montrer ce que peut permettre d'économiser la végétalisation du bâti, parce que là, c'est pareil, on essaie de plaider en faveur des toitures végétalisées, pas n'importe lesquelles. En bas, je vous ai mis la différence entre une toiture végétalisée industrielle, c'est 90% du marché aujourd'hui, c'est les tapis de sédum, pouzzolane, qui n'a pas vraiment d'intérêt pour la rétention d'eau, encore moins pour le stockage du carbone, et non plus pour la biodiversité. D'où l'importance, là aussi, de règles au niveau des communes. En tout cas, on disait la réglementation, bon, ça peut avoir des côtés négatifs, mais c'est aussi important d'avoir des chartes, des façons de faire, des cahiers des charges pour inciter à plus de qualité, plus d'épaisseur de substrat, des plantes locales pour qu'on retrouve derrière les fonctionnalités. Et quand on a des toitures végétalisées qualitatives comme celle-là, on peut arriver, c'est un coût estimé, mais à une économie de 628 € par an sur différents postes, sur l'économie en termes d'isolation du bâtiment. Les études montrent que ça permet de mieux isoler le bâtiment. Alors surtout l'été par rapport à la climatisation, plus que l'hiver par rapport au chauffage, c'est assez intéressant. Sur l'eau aussi, pendant les épisodes de pluie décennale, eh bien, on a ces systèmes, ils assurent un effet tampon, c'est-à-dire que l'eau, au lieu de ruisseler très vite vers les réseaux, elle est captée, elle est stockée par le sol et par la végétation, et puis elle est reconduite tout doucement au niveau des réseaux. Et puis stockage par rapport aussi au stockage de carbone de ces végétaux et de ces substrats. Donc là aussi, des économies potentielles, si on s'y prend bien. Tout est une histoire d'arbitrage, je veux dire, un projet d'aménagement, ça coûte toujours cher, de toute façon, et ça dépend sur quoi on veut investir. Est-ce qu'on veut investir sur une façade toute blanche en matériaux nouveaux, ou est-ce qu'on veut investir dans une façade végétalisée, une toiture végétalisée, un moindre impact sur les sols? C'est de l'arbitrage finalement. Voilà, ça c'est pour le détail des coûts, mais je vous passe cette diapo, c'est un petit peu barbare. Et puis voilà, j'en ai terminé, je vous remercie, et puis je vous invite à regarder nos publications justement sur ces thèmes où on essaie de mettre ensemble les questions d'énergie, de biodiversité, d'eau, de sol, dans une approche plus intégrée de l'écologie en ville. Merci.